Je te l'ai mis tout ça. Après, c'était pas aussi. Il est toujours son fond. Il y a trop de profs, c'est là. Ils sont là, les rassurés. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous nous entendez bien. Vous nous entendez? Ok. On va pouvoir démarrer ce mois du ensemble avec ce premier temps fort. Le mois du ensemble, on l'a créé suite à la volonté du comité du Rhône de développer la pratique sport et handicap dans les clubs. Du coup, on va organiser ce mois d'ensemble avec 5 temps forts. Donc, le premier ici, ensuite, on a ciblé sur le sport et le handicap, avec notamment Fédération d'e-sport et sport adapté. Ensuite, on en aura un autre qui sera plus sur les acteurs qui peuvent aider au développement et le rendre ensemble. Des ateliers de discussion sur les deux pratiques. Et on finira sur une petite visio de conclusion. Donc cette première intervention basée sur le sport et le handicap avec notamment Fabien Convert, qui est là, qui est en charge en fauteuil à la Fédération d'e-sport. Ouais, à la Ligue surtout. À la Ligue, pardon. Et ensuite, il y avait Madame Pauline Rochat qui devait se joindre à nous et malheureusement, elle a eu un contretemps de dernière minute pour présenter le sport adapté et donc ne pourra pas être là. Donc Fabien, je vais te remercier puis je te laisse te présenter. Alors bonjour à tout le monde. Pour continuer la présentation de Cella, effectivement, j'ai un rôle sur le hand fauteuil sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport au comité régional. Et puis avec aussi la casquette handball, Fédération française de handball, où je fais aussi un rôle de référent sur la Ligue en lien avec Jérémy Réau aussi, que vous connaissez certainement pour certains. Donc en lien plutôt sur le hand fauteuil et le hand adapté. Donc j'ai aussi plusieurs casquettes dont Stella vous a fait part. L'idée aussi de cette présentation, c'est qu'on puisse échanger sur vos connaissances, mais à la fois aussi sur vos interrogations. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de trop descendant, mais surtout quelque chose d'interactif. En plus, vous êtes le nombre qu'il faut pour poser des questions et afin qu'on y réponde de manière très précise. Donc n'hésitez pas à prendre la parole et surtout à noter vos questions dès que vous le sentez. Ouais. Du coup, je vais vous partager mon écran avec le diaporama. Hop. Voilà. Alors, voilà, avec une présentation sur le handicap et la notion de handicap. Effectivement. Alors, le handicap, il faut le prendre au sens large. C'est un mot qui fait normalement, je dirais, assez peur, et j'ai envie de dire malheureusement. Si on suit la définition française, on peut se rendre compte effectivement qu'il y a des mots qui sont assez durs. On parle de limitation, on parle d'incapacité menant à un stress et des difficultés morales, intellectuelles, sociales et physiques. Alors, au niveau historique, il faut savoir que le mot handicap, ça vient de l'anglais hand in cap. Hand in cap, qui veut dire main dans le chapeau. Dans les années 1900, c'était un jeu de hasard en fait, dans lequel on piochait un gage et que l'autre devait faire. Et si on apportait un gage, effectivement, c'était quelque chose qui n'était pas facile à faire. Donc c'était quelque chose qui était plutôt sous forme de jeu, avec aucune, à l'époque, connotation négative. Et malheureusement, ce sont les valides, ce sont nous en fait, qui ont mis ce mot dans le jargon traditionnel en disant que handicap, c'était un mot négatif, c'était une incapacité à faire quelque chose, et au fur et à mesure,
l'image est devenue assez négative. Nous, on vous invite à voir c'est plutôt ces incapacités comme des capacités à modifier. Il faut voir les individus en situation de handicap comme des capacités et non pas comme des incapacités. Certes, ils vont être limités à un moment donné, mais les limitations, on peut toujours aller au-delà, soit par des adaptations techniques, matérielles et aussi humaines, on va le voir ensuite. Donc là, on va vous proposer un petit jeu sur Aslide. Donc, on va vous proposer d'aller vous connecter sur le site internet de aslide.com avec le code qui est juste ici, TOW8F, pour voir un petit peu les représentations qu'on peut avoir sur le handicap. N'hésitez pas à me dire quand vous avez réussi à le mettre. On va vous partager l'écran. Hop. Hop. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à vous connecter avec le code. Ah, j'ai oublié de vous mettre dans la visio. Alors attendez, pardon. Je voulais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder plus facilement. Hop, vous avez dû recevoir et puis vous marquer ce site, ce lien-là dans votre barre de recherche pour accéder à Slide. N'hésitez pas à nous dire si ça ne fonctionne pas, hein, si vous n'arrivez pas à vous connecter. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter? N'hésitez pas à réagir avec les réactions ou ouvrir votre micro, ça marche. Super. Du coup, je vais vous partager l'écran. Hop. Et donc là, ça doit être ouvert avec la première image. Et donc voilà, là, on vous demande de soumettre des mots ou des choses à quoi vous fait penser cette image. Donc n'hésitez pas à soumettre, vous avez 2 minutes là, pour soumettre toutes vos propositions. Est-ce que vous voyez bien l'image? Normalement, vous pouvez écrire tous les mots, enfin 5 mots qui vous font penser que vous fait penser cette image. Après, Ouais. Ok. Hop, on laisse 30 secondes au dernier pour passer à la prochaine image. Et on va passer à la suivante, donc une nouvelle image. Pareil, n'hésitez pas à nous dire tout ce qui vous passe par la tête et ce à quoi ça vous fait penser.
Il vous reste à peu près 30 secondes là, pour les derniers. Je ne sais pas si tout le monde a réussi à participer. Ok. Pour la personne qui vient d'arriver, si elle veut se joindre à nous, c'est sur Aslide. Pour regarder dans les commentaires, dans la discussion. Je ne sais pas si vous avez. Martine, elle est en voiture, elle va participer après. Comment? Je remets le lien si la personne veut se connecter. Voilà, si la personne veut se connecter pour nous rejoindre sur la slide, n'hésite pas. On passe à la image suivante. Voilà, donc même chose, on a sur le même thème, et après on reviendra sur toutes les images pour faire un petit retour et voir avec l'expérience de Fabien. Il vous reste à peu près 30 secondes pour les derniers. Hop. Et on passe à l'image suivante, donc n'hésitez toujours pas à nous dire, voilà, mais toutes les idées qui vous passent par la tête.
On va passer à la dernière image. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'arrivez pas à écrire, etc. On arrivera à les voir. Merci à tous d'avoir participé. Du coup, on va reprendre les images une par une avec, pour un peu reprendre ce que vous avez mis, si ça peut bien marcher. Voilà, donc là, on est sur la première image. Donc, les mots que vous avez mis s'affichent sur l'écran de la visio. Et donc, voilà, je laisse réagir en fonction des images. Merci. Alors, effectivement, certains, je pense, ont su qui c'était. On va plutôt regarder les mots, en l'occurrence, qui sont vie difficile, pas de chance aussi. Effectivement, après les autres, c'est toute la contestation. On voit qu'il est jeune, on voit qu'il est en fauteuil. Il y a un mot aussi qu'on reprendra souvent, adaptation, et effectivement, handicapé, différence. Ok, donc ce mot différence, il est aussi assez important. On en reviendra ensuite. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante? Ok, là aussi, il y a plusieurs mots qui touchent à la fois le côté environnemental et aussi le côté direct, comme l'âge, personnes âgées, papy, seniors, accompagnement, inquiétude, vieillesse, solitude. Des mots aussi assez durs, assez importants, mais on peut vous comprendre pourquoi vous dites ce genre de mots. On enchaîne ensuite. Ensuite, à l'image de cette dame, on se rend compte que vous avez mis des mots comme courage, droitière. Alors ça, oui, ok, forcément. Acceptation, féminité, femme, représentation, assurance, s'assumer, ok, de par sa tenue, effectivement, qui est assez sympa. Et puis, pour la dernière photo, avant-dernière, pardon, on a aussi plusieurs mots qui sont assez intéressants. Agilité, énergétique, détermination, ok, qui revient plusieurs fois. On reconnaît dans son regard qu'il est assez déterminé. Sport, adaptation, qui revient. Différence, mot différent aussi important. Ok. Et ensuite, pour ce schéma-là, donc qui n'est pas forcément une photo d'une personne, mais plutôt un tableau avec certains signes, certains mots, qui est un Makaton, effectivement, comme vous avez pu le marquer. On se rend compte qu'aussi c'est pour du handicap invisible. On verra ce que c'est aussi le handicap invisible.
pour communiquer avec certains en LSF, en langue des signes, pas tous, mais certains effectivement. Et puis, on parle aussi d'adaptation, et j'ai encore envie de dire le mot différence, effectivement, puisque même si ce n'est pas forcément noté d'un bobo, on l'a aussi, tu peux revenir. Si on repasse sur le diaporama. Alors, juste avant de continuer, merci pour vos mots. Vous faites partie aussi de l'activité de cette visio. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre des questions, vos remarques. En fait, on a voulu vous montrer ça, c'est parce qu'on se rend compte qu'à l'extérieur, quand on voit une personne qui est en situation de handicap, on a une certaine représentation, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Et cette représentation, elle est des fois malheureusement assez négative. Alors, dans le courant sportif, on a tout de suite, nous, cette idée de capacité, mais on va aller un petit peu plus loin. Et pour les personnes qui ont un peu plus de mal à se représenter des capacités avec ces personnes en handicap, justement, on va voir que derrière, elles peuvent y contribuer et avoir une vie tout à fait sportive et dynamique. Donc, le quadri-amputé que vous avez vu au tout début, en fait, c'est Théo Curin, qui est double médaillé olympique, triple champion du monde. Il a fait aussi quelques euros. Il s'est attaqué à des défis hors normes de traversée de la Manche, en l'occurrence, et même d'autres plus longues distances. Et en fait, c'est un sportif qui a accompli. Et pour le connaître un petit peu et pour l'avoir croisé aussi souvent, quand il nous parle, on n'a pas l'impression que c'est une personne en handicap. Donc, il se déplace avec des prothèses, surtout des prothèses forcément au niveau des membres inférieurs, qui lui permettent de se déplacer, de se mettre debout. Et ensuite, il y a aussi d'autres prothèses avec les membres supérieurs, mais qu'il n'utilise pas forcément. Et Théo, c'est quelqu'un qui vit tout seul, qui est assez indépendant, et qui arrive à s'entraîner 4-5 fois par semaine, justement pour avoir ces résultats dont je vous parlais. Si ensuite, on enchaîne avec l'autre photo. Ah, voilà. Alors, pour celles ou ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est Marie Bochet. On peut voir son tas de médailles avec ses globes de cristal qu'elle a eu, puisque Marie, elle fait en fait du ski alpin et qui est aussi quadruple médaillée paralympique, championnat du monde aussi, elle doit en avoir 3. Et en championnat d'Europe, elle doit en avoir 4 ou 5 également. Et c'est aussi une femme qui est assez époustouflante, puisque son agénésie, donc elle, c'est une malformation de naissance qu'elle a, qu'on appelle une agénésie. En fait, elle l'a dépassée bien au-delà de ça. Elle a arrivé à faire des résultats assez hors normes, puisqu'elle arrive à faire des chronos qui est presque dans les 20 meilleurs mondiaux valides quand même. Et malgré tout, elle a beaucoup moins d'équilibre qu'un valide, puisque forcément, vu qu'elle a son bras gauche qui est incomplet, elle a moins d'équilibre, mais elle arrive à faire des grands records. Et en parlant de record, on a aussi Monsieur Marchand. Alors, malheureusement, il est parti la semaine dernière, Robert Marchand. Bon, il est quand même parti à 108 ans ou 109 ans. Il a quand même une longévité qui est assez impressionnante. Et finalement, la longévité a été gagnée grâce à son sport, le cyclisme. Il a, en 2012, fait un record assez impressionnant pour son âge, qui est forcément dans sa catégorie d'âge. Mais ça a été son sport. Et finalement, comme vous avez pu dire au début, lors des mots, on se rend compte que c'est une personne vieillissante, forcément papy, qui montre aussi des incapacités. Et moi, je vous aurais mis au défi de le suivre en vélo. Donc, on peut se dire en fait qu'une personne qui est de l'extérieur, vieillissante, qui est handicapée, qui a des incapacités, au-delà de ça, elle peut faire des grandes prouesses. Et puis, on va finir. Alors, on avait aussi un jeune qui était en fauteuil. Alors, c'était quelque part une autre démarche qu'on voulait vous apporter. C'est que la personne que vous avez vue en fauteuil, lui, est valide. Et puis, par rapport à vos réponses, on n'avait pas forcément l'impression que vous avez rendu compte qu'il soit valide. Donc, il y a beaucoup de personnes valides qui se mettent en fauteuil pour le grand fauteuil. Et justement, dans un fauteuil, il n'y a plus de handicap, il n'y a que les sportifs. Et c'est justement là où on voulait vous amener, c'est que sur ces 3 personnes que vous avez, il n'y a plus de personnes vieillissantes, il n'y a plus de vieux, il n'y a plus de personnes handicapées, il n'y a plus de personnes lourdement handicapées. Ce sont que des sportifs. Et en fait, il faut absolument voir les personnes avec ce qu'il leur reste et pas avec ce qu'elles n'ont plus. Et nous, valides, on a ce regard un petit peu désagréable
de voir la différence au lieu de l'indifférence, en fait. Avec Théo Curin, et ben, ok, il a plus le bout de ses jambes, il a plus la bout de ses mains, même de ses bras, mais au-delà de ça, et ben, il lui reste quand même une partie de ses bras et une partie de ses jambes. Donc c'est là-dessus en fait qu'il faut que nous valides, on retourne notre regard, et c'est là-dessus qu'on va arriver à changer la société. On a un petit peu la bourre par rapport à l'Angleterre ou même les pays nordiques, qui eux, dès la naissance, dès l'éducation chez l'enfant, arrivent à projeter la différence comme quelque chose de normal. Et en fait, on se rend compte que la différence, on est tous différents. Tous différents. Je vois que Anne a des lunettes, moi j'en ai pas. Par rapport à Anne, je suis différent parce qu'elle a des lunettes. Quelqu'un qui a des cheveux longs par rapport à moi, il est aussi différent. Quelqu'un qui aime le rouge, qui aime le vert, on est tous différents en fait. Mais c'est à nous d'avoir un curseur de la différence qui se baisse le plus possible. Et par rapport à ça, on pourra changer le regard sur le handicap et c'est ce qui fera avancer la société et ce qui nous fera avancer aussi dans nos clubs un accueil de ces personnes-là. Et généralement, ce n'est pas forcément le potentiel des diplômes qui génère un bon éducateur dans un club, c'est généralement sa motivation à aller vers telle ou telle personne qui a un situation de handicap. Et si on arrive à l'accueillir, à être motivé pour l'accueillir, parce qu'on n'a pas forcément cette frustration par rapport au handicap, on arrivera un peu plus à faire des choses avec eux. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des affirmations, etc. à parler, mais n'hésitez pas à nous couper. Je peux dire des bêtises, hein, vous me contredire aussi. Hein. N'hésitez si vous avez envie de participer. On va passer sur la diapo d'après. Ah non, pardon. Alors attendez, j'arrive pas à passer à la suite. Voilà. Qui est plutôt sur les apports du sport et le handicap, enfin, les apports pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Quel est l'intérêt pour elles de pratiquer Voilà, si on se met à la place de l'éducateur, de l'entraîneur, de l'accompagnateur, du parent, du cousin, si autour de nous on veut développer et si on veut favoriser la pratique sportive chez les personnes en situation de handicap, on a un rôle assez important puisque en mettant le sport au milieu de tout ça, on va lutter contre tous les facteurs que vous avez autour du rond, que ça soit l'exclusion sociale, l'isolement, d'ailleurs l'isolement il est 2 fois, la perte d'autonomie, la sédentarité, l'hypotonie. Autour de ça, on peut casser. Alors il faut imaginer en fait que sur la diapo, on a normalement des éclairs qui cassent tout ce cercle vicieux. Et c'est grâce au sport, pardon, qu'on va pouvoir combattre le cercle vicieux de l'exclusion et de la sédentarité. Alors l'hypotonie, c'est un problème musculaire, c'est une faiblesse musculaire pour ceux qui ne le savaient pas. Et grâce, encore une fois, à vous, éducateurs, à vous, accompagnants, on va pouvoir vraiment permettre à la personne en situation de handicap d'être inclus dans un groupe. On va avoir l'appartenance à un groupe, on va avoir les défis pour la compétition de gagner. On va pouvoir partager aussi des notions de stratégie avec son équipe, quand on est en équipe, et d'autres valeurs que les valides ont habituellement. Mais le sport, pour les personnes en situation de handicap, permet d'aller au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt. Et dans notre métier, on dit souvent que le sport est un outil, au-delà de développer la partie technique chez le sportif, c'est un outil d'inclusion qui est vraiment, vraiment important. Et dès lors que la personne en situation de handicap, elle se sentira inclue, elle se sentira dans un objectif, dans un projet abouti, socialement parlant, là, la technique va lui apporter beaucoup de choses. On enchaîne sur un peu les bienfaits et les bénéfices pour cette personne. Enfin, cette personne d'ailleurs est peut-être similaire à toutes les personnes en situation de valide ou non. Donc on a la notion dans la société, une norme, et par rapport à ces normes, voilà, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va faire. Ok, alors malheureusement, on a trop tendance à mettre des normes un peu de partout, donc ça c'est sociétal. Je dirais que c'est notre éducation qui est un petit peu trop ancrée malheureusement, mais on arrive à mettre des normes un petit peu trop de partout, de manière inconsciente. Ensuite, si on sort de la norme, on va rechercher, encore une fois, pour les personnes en situation de handicap, d'où le titre, notion de handicap, à être en bonne santé.
l'état de bien-être apporté pour la bonne santé a plusieurs aspects, à la fois physique, psychologique et social. C'est pour ça que dans ces 3 domaines, on peut intervenir grâce au sport. Donc, si on résume un petit peu cette diapo, grosso modo, on va essayer de sortir de la norme, de sortir de la société qui isole les personnes en situation de handicap. Et à côté, si on veut être en bonne santé ou si on veut que la personne en situation de handicap soit en bonne santé, eh ben on va utiliser le sport, forcément. Et ça aura un rôle encore plus bénéfique que pour les valides au niveau social et psychologique. Et forcément, après, une fois qu'il sera investi dans une pratique régulière, il y aura un côté physique qui va venir aussi. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ce sont des choses que vous connaissiez? Peut-être les faire interagir un peu. N'hésitez pas à interagir ou à questionner si vous avez des questions qui sont dans le chat ou en prenant la parole. Alors, il y a Mathis qui dit: Salut Mathis, une émission avec Théo Curin où on se rend compte à quel point le handicap peut être rapidement oublié quand on arrête de le regarder. Effectivement, c'est le regard qui est très difficile. Encore une fois, le regard des personnes valides. Alors, c'est un petit peu contraste parce que les personnes valides, on est beaucoup dans une société inclusive maintenant, mais à l'inverse, on a peur d'aller voir les personnes en situation de handicap parce qu'elles ne sont pas comme nous. Et du coup, chacun se renvoie la balle, tu viens chez moi, non, je ne veux pas, etc. etc. Et au bout d'un moment, il faut que l'un ou l'autre monde arrive à dépasser un petit peu ces préjugés-là. Mais je vous rassure, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont du mal des fois à aller vers des personnes valides parce qu'il y a une différence qui est telle qu'elle ne se sent pas à sa place. C'est en discutant avec elle des fois qu'on arrive à lui faire changer un petit peu son regard. Enchaîner. On va peut-être enchaîner. C'est vrai que du coup, le sport, le sport handicap en France, il est représenté par 2 fédérations qui ont la délégation ministérielle pour organiser ces pratiques. Donc, il y a la fédération handisport dont je fais partie et la fédération française de sport adapté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la fédération française handisport, elle représente majoritairement les personnes en situation de handicap moteur, visuel, ou sensoriel. Et la fédération française de sport adapté va, elle, plus être à destination des personnes en situation de handicap psychique ou mental. Donc, peut-être, Fabien, tu peux nous parler du coup de la fédération handisport. Alors, effectivement, la fédération française handisport, c'est une fédération typique qui est déclinée comme les fédérations et la fédération de handball avec une présidence, un comité directeur tout en haut. On est à peu près 36 licenciés, on va dire même 37 000 maintenant sur tout le pays. Alors, ça ne paraît pas énorme par rapport à une fédération valide et par rapport à la fédération de hand, mais il faut savoir qu'à 3/4 quand même sont en situation de handicap, sachant qu'au niveau du pourcentage, il y a à peu près 3 à 4% des personnes qui ont un handicap physique ou sensoriel. Donc, ça ne représente pas énormément de monde, on va dire, qui vont faire du sport avec la fédération française handisport. On est une fédération multisport, donc ça veut dire qu'on s'occupe à peu près de 25 sports. Malheureusement, de manière officielle, pas avec le hand fauteuil. On en reviendra un petit peu après. Mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir une possibilité de pratique pour toutes les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel. Donc, ça veut dire que si une personne veut aller faire du foot dans les airs, et ben on va faire en sorte qu'on lui amène un club le plus près de chez lui qui est affilié en e-sport, donc qui est à la fois formé avec les éducateurs, mais aussi avec l'arbitrage. Et c'est à peu près la même logique que pour une fédération valide. Donc, on va s'occuper des jeunes, on va s'occuper de la compétition. S'il n'y a pas de compétition, et ben, il y aura du loisir et après de la formation aux entraîneurs. Et puis, tout ça va englober après l'accès au haut niveau jusqu'au comité national olympique et paralympique qui s'occupe après de l'échelle des Jeux paralympiques, par exemple. Oui. Alors, au niveau du comité régional ou de la ligue, on a 10 comités départementaux qui sont sur la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, à peu près 63 clubs et 90 sections. Alors, une section, il faut savoir que c'est un mot qui veut dire que c'est une filière qui dépend d'un club valide de base. Ça veut dire que, par exemple, le club de hand d'Albertville, c'est une bêtise, s'il veut devenir affilié handisport, ils vont créer une section. Alors qu'un club handisport, c'est à la base du handisport et généralement qui propose plusieurs types d'activités.
pour devenir section, c'est assez simple, puisqu'il faut avoir une personne en situation de handicap au sein de la structure, plus 2 autres qui sont non valides, donc au moins 3 personnes, dont une personne en situation de handicap, pour être affiliée. Et après, l'affiliation peut nous permettre beaucoup d'avantages. Je ne sais pas si on en parle un petit peu après. Tu peux en parler. Maintenant, bon. Alors, les avantages d'être affilié en e-sport, je dis pas ça pour faire de la pub, mais j'essaie d'avoir un côté objectif de la chose. Déjà, c'est une autre ouverture par rapport à son club. Ça veut dire que le club est étiqueté handisport, donc handicap. Peut-être que ça va attirer, et c'est quasiment sûr, d'autres sponsors pour parler de l'aspect financier, d'autres mécènes en l'occurrence, qui vont être séduits par le projet. Si on reste sur le côté financier, on a des autres subventions de par la Fédération handisport, de par la région, avec la Fédération handisport qui peut nous être ouverte. Et si on va sur le côté un peu plus, on va dire, citoyen, et bien justement, c'est une autre étiquette citoyenne, comme je le disais. Et au-delà de ça, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle ouverture qui est un peu plus quand même orientée sur le social, mais en ayant sa connotation aussi sportive. Avec le sport autrement, avec le hand autrement, donc le hand fauteuil, on parlera aussi du hand adapté ensuite. Donc si on reste un peu plus sur le hand, et le hand fauteuil en l'occurrence, pour le handicap physique, et ben, ça va permettre d'avoir d'autres activités, de communiquer des fois autrement, d'avoir une autre dynamique, de relancer un proche dans le club, toutes des choses qui peuvent avoir de nouvelles orientations dans le club. Il faut savoir aussi qu'il y a une grosse filière formation avec la Ligue, qui est d'ailleurs basée à Dardilly. Et cette formation, donc c'est l'Institut régional de formation, donc l'IRF, qui propose beaucoup de formations, que ça soit de manière générale et après plus spécifique, on est sur le sport collectif en l'occurrence. Du coup, si on passe sur la Fédération française de sport adapté, donc, la Fédération de sport adapté, c'est aussi une fédération qui est multisport. Donc, elle a des objectifs qui vont être l'acquisition d'une condition physique, une hygiène de vie pour préserver la santé des personnes en situation de handicap mental et psychique. Le but de leur pratique, c'est de développer les fonctions cognitives, mais également psychiques et sociales des personnes, des pratiquants, et de les mettre en œuvre dans la citoyenneté. Donc, si on prend quelques chiffres, au niveau national, c'est 65 000 licenciés, c'est 75 pratiques, et au niveau départemental, il y a 1150 licenciés pour 18 associations ou structures. Si on regarde sur le schéma, on voit que il y a 3 secteurs, en fait, ils développent 3 secteurs. Un qui est non compétitif, donc avec tous les sports de loisirs et les activités motrices. Des sports de compétition avec 3 classes. Alors, ce qu'ils appellent les classes, c'est en fonction de la classification de leurs licenciés. Donc, les pratiquants, quand ils entrent à la fédération de sport adapté, vont avoir une classification. Quel que soit le sport, ce sera la même. Donc, ils les répartissent ensuite. Et ensuite, il y a les sports donc, internationaux dans ce côté compétitif, notamment lors des Jeux paralympiques. Et il y a les autres secteurs, donc soit des interventions sous forme d'initiation externe dans les établissements ou des séjours sportifs qu'ils proposent. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait dire sur la fédération de sport adapté. Je ne sais pas si comme tu connais, si tu veux compléter un petit peu. Alors en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a 2 fédérations bien distinctes. Donc une fédération handisport, handicap physique et sensoriel, et une autre fédération handicap psychique et mental. Alors, une question qui revient souvent, c'est pourquoi on ne mélange pas tout le monde? Et puis ça serait très joli parce qu'ils seraient tous ensemble. Alors, ok, ça serait très joli en termes d'inclusion, mais sur le terrain, non, ce ne serait pas joli du tout. Imaginez une personne en fauteuil paraplégique qui s'entraîne avec une personne avec un degré d'autisme ou une personne trisomique. Une personne qui a un fauteuil avec toute sa tête avec une personne qui est autiste. Non, on peut pas mixer comme ça sur un terrain, même pour du loisir, c'est pas envisageable. Après, quand le handicap est très léger, handicap moteur léger et un handicap psychique léger, on pourrait les mélanger. Mais c'est compliqué dès que le handicap est un peu plus lourd. C'est pour ça que historiquement, on a dissocié les 2 fédérations. Et on se rend compte que c'est ce qui marche le plus. Alors, on se croit souvent que le sport adapté, handisport,
puisque quand on tourne autour du handicap, lors des sensibilisations par exemple, on les croise forcément souvent. Mais quand on s'oriente vers le handicap, il faut vraiment avoir conscience qu'on ne va pas encadrer le handicap mental comme on va encadrer le handicap physique. Ça veut dire que le handicap physique, on peut en parler un peu plus après, le handicap physique, ce sera surtout une adaptation matérielle, alors que le handicap mental, c'est surtout une adaptation humaine et arbitrage. Ouais, c'est un bon enchaînement sur les adaptations, les adaptations pour le public, que ce soit au niveau de la fédération de sport adapté ou de la fédération du sport. Donc, je peux commencer avec l'handisport. Allez, et bien justement, les adaptations au niveau de la Fédération française handisport, donc si on englobe toutes les activités, même sur le hand fauteuil par exemple, on a le règlement qui va changer par rapport aux valides. Par exemple, les trois poids au hand, vont se transformer en 3 poussées avec les fauteuils, le ballon sur les genoux. On a aussi le nombre de joueurs sur le terrain qui change. On peut avoir aussi la taille du terrain. Mais on va garder quand même l'aspect de l'activité. Ça veut dire que de l'extérieur, on va quand même marquer dans une cage. On va quand même avoir des notions d'écartement, de contre-attaque et tout ce qu'on peut avoir en valide. Après le règlement, il y a aussi des critères de réalisation. Alors ça, en fait, c'est surtout par rapport à l'entraîneur. C'est comment il va adapter ses consignes pour que le joueur puisse réaliser comme il faut son entraînement ou sa tâche. Pour un valide, si je lui lance un ballon, ça va être désengage-toi face à la cage, par exemple. Alors qu'en fauteuil, se désengager face à la cage, c'est très difficile. Donc là, il va actionner son fauteuil pour être, au bout d'un moment, malheureusement, perpendiculaire à la cage pour récupérer son ballon après face à la cage. Donc il y aura le déplacement qui sera pas le même. Et c'est quasiment la même chose pour la plupart des activités handisportives. Le matériel, forcément, on va utiliser un fauteuil en l'occurrence pour les sports collectifs, pour les sports de balle. On peut utiliser aussi des prothèses pour les autres sports, je pense à l'athlétisme en l'occurrence. Mais si on revient sur le hand, c'est le fauteuil forcément qui est la priorité pour l'adaptation matérielle. Et ensuite, si on est entraîneur aussi, on va trouver des modalités pratiques sur la simplification et la complexification des tâches et des choses que l'on va faire comme pour les valides. Mais par contre, ça va forcément changer. Ça veut dire qu'on va être beaucoup plus pertinent sur la puissance de la poussée, sur la prise de balle en mouvement, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est primordial en fauteuil. Et même chez les valides, qui est des fois moins fait. Mais en fauteuil, c'est la priorité. Par contre, on a fini la diapo là sur une phrase qui est attention de ne pas dénaturer l'APS, l'activité physique et sportive, puisque quand on reçoit des personnes en situation de handicap, quand on débute, on a souvent tendance à faire à la place d'eux ou à oublier un petit peu l'activité, puisqu'on veut aller, on veut trop faire plaisir. Malheureusement, il ne faut pas oublier qu'on est là pour proposer une séance, par exemple, dans le fauteuil, et bien, au bout d'un moment, il faut qu'il tire dans la cage. Il va falloir qu'il se fasse des passes. Alors, je vous dis ça parce qu'on a eu beaucoup de mauvaises expériences où les activités veulent tellement être bien encadrées avec des éducateurs, des entraîneurs qui ne connaissent pas forcément l'activité et qui en oublient d'arriver à l'activité principale qui est tirer dans une cage pour marquer un point. Si on part sur les aménagements, les adaptations plutôt pour le public de la Fédération Sport Adapté, tu vas pouvoir compléter ce que je dis pas bien, mais il va y avoir beaucoup, ça va beaucoup tourner dans le premier temps autour des pratiquants. Donc comme c'est écrit, mise en avant de la capacité et de l'image positive de soi, donc c'est quelque chose qui est très important pour ce public-là. Ça permet aussi une mise en confiance, une augmentation de l'estime de soi, de l'image de soi, amène aussi une estime de soi qui va être plus importante. Donc ça, c'est vraiment à mettre au cœur de la pratique. Et il va y avoir des aménagements de règles et des aménagements de règles, des séances. Donc par là, on entend aussi par les séances un aménagement de l'environnement, parce que certaines personnes, dans certains publics, vraiment si on prend l'autisme, l'environnement va être très très important avec des histoires de bruit, des augmentations sensorielles. Donc tout ça, ça faut que ce soit pensé en amont de la séance. Donc par exemple, si on fait un terrain partagé, je pense avec d'autres publics, ça peut poser des gros problèmes et amener des difficultés pour les personnes à s'adapter. Il y a une régularité aussi dans la pratique. Les changements
la nouveauté, ces personnes-là peuvent être difficilement assimilées. Donc, c'est des choses qui doivent être tout le temps préparées en amont. En ce qui concerne les règles, ce qui va être important, ça va être souvent, dans un premier temps, de les simplifier, que ce soit facile de compréhension, pour ensuite amener de la complexité et se rapprocher de plus en plus de ce que l'on veut mettre en termes de règles. C'est vrai que si on reprend l'exemple du hand, souvent on va plutôt partir des règles de mini-hand, de baby-hand, qui sont plutôt simples au niveau de la motricité et qui ne demandent pas non plus de double tâche ou beaucoup d'informations cognitives, pour ensuite les amener à être complexifiées avec le temps. Pardon. Et il y a aussi un aménagement du matériel. Donc le matériel, ça va être plutôt, par exemple, visuel, utiliser tout le temps les mêmes couleurs ou le même matériel. Au niveau du ballon aussi, pour l'appréhension, on peut utiliser différents ballons. Si je prends l'exemple du hand, après, je pense que dans tous les sports, ça s'adapte. Donc voilà, il y a un peu toutes ces sortes d'adaptations qui sont importantes. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, etc. On est à votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que Monsieur Sommer, vous voulez parler. Oui, je suis coincé. Attendez, excusez-moi, j'ai un souci avec mon… Oui, j'avais une question, effectivement. Il y a une chose que je comprends bien. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Donc là, on est dans… je comprends l'adaptation au sport. Et quand on dit sport, on dit sport, c'est pas un jeu de mots, hein. Quand on dit sport, on parle aussi parfois de performance, de compétition. Vous parlez un peu de la façon dont vous adaptez certaines pratiques sportives. Et je voulais savoir comment, si vous aviez des critères pour jauger la progression, c'est-à-dire que, alors je comprends que la progression soit individuelle, individualisée, mais par exemple dans des sports comme les arts martiaux, on passe des ceintures. J'imagine qu'au hand, ben, il y a tout un… quand on commence à changer, à passer pivot ou quoi que ce soit, il faut déjà avoir fait entre guillemets ses preuves. Donc, ce que je voulais savoir, c'est comment vous arrivez à jauger cette progression. Est-ce que des attentes par rapport à vos licenciés, comment vous arrivez à les jauger? Je ne sais pas si je suis clair. Si j'arrive à comprendre votre question, merci d'ailleurs. C'est assez technique, effectivement. En fait, la progression, elle est quasiment la même que l'on note avec les clubs valides. C'est-à-dire qu'on va voir la progression de l'individu ou du jeune. Et au bout d'un moment, en fait, on va aller… nous, ce qui se passe en termes de compétition, surtout sur des sports qui sont, on appelle prioritaires, comme la natation, comme le basket, on va les soumettre à la commission régionale, qui vont avoir des stages et eux-mêmes, après, ont des fiches bilan où c'est en gros être capable de, surtout sur le point de vue technique. Et ensuite, s'ils ont le niveau, et ben, là, c'est la passerelle avec le haut niveau. Donc, commission haut niveau, commission avec des stages nationaux. Pardon. C'est quasiment la même chose que chez les valides. Après, en termes club à échelle locale, on aura une progression qui sera notée comme chez les valides. Ça veut dire qu'au début de l'année, il n'est pas capable de recevoir un ballon. 3 mois après, il est capable de recevoir un ballon. Ensuite, il va pouvoir recevoir un ballon et faire une passe main opposée, marquer de plus en plus loin, marquer dans une zone de plus en plus précise. Je parle du hand, en l'occurrence. C'est quasiment la même chose. Que ça soit des activités individuelles qui seront encore plus spécifiques, bah là, on aura encore plus d'évolution. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, merci. C'est bon. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres personnes. Pardon, excusez-moi. Alors, activer le micro, voilà. Oui, je veux bien poser une question sur la présentation des deux fédés spécifiques que sont sport adapté et handisport. Donc, vous nous avez expliqué que c'était le meilleur moyen pour développer la pratique sportive en direction des personnes en situation de handicap. Très bien.
Mais dans ce cas, comment explique-t-on qu'il y ait davantage de personnes en situation de handicap qui pratiquent dans les fédérations valides que dans les deux fédés spécifiques? C'est-à-dire que si j'additionne les deux fédés, c'est-à-dire handisport plus ou moins 60 000 licenciés, sport adapté, handisport plus ou moins 50 000, 54, 55 000 je crois, des personnes en situation de handicap qui pratiquent dans les fédérations valides, ça dépasse le million, c'est 1 700 000 environ. L'écart est énorme. Vous avez dit qu'il y a 1 500 000 de personnes. Environ 1 700 000. Je dis bien environ toujours parce que, comme vous le savez, sur les chiffres de licenciés, il y a toujours un petit flottement entre ce qui est, je veux dire, le temps de la déclaration des licenciés, etc. Il peut y avoir des évolutions. Donc, c'est pour ça que c'est jamais à l'unité près. Hein. D'accord. Alors, effectivement, il y a des fédérations qui génèrent beaucoup de personnes en handicap qui ont voulu faire de l'inclusion. Alors ça, c'est une demande du ministère des Sports à la base, qui a donné dérogation à des fédérations qui sont en mesure de les accueillir. Généralement, ces handicaps-là, ce sont des handicaps qui sont assez légers ou qui ont un créneau spécifique handi. Dans les plus légers, je pense au tennis de table, je pense à la natation. Effectivement, ils arrivent à faire de l'inclusion avec des créneaux valides. Mais il y a beaucoup de personnes en situation de handicap un peu plus lourd, qui vont avoir un créneau spécifique. Après, sur le nombre, ce chiffre-là, il révèle aussi des handicaps type dyspraxie. Effectivement, ce sont des handicaps qui sont un peu plus légers. Il y a aussi les multidys dans ces chiffres-là. Et les multidys, on peut avoir un accueil de par les fédérations valides. Et c'est pour ça que nous, on va dire sur la fédération handisport, la fédération de sport adapté, c'est un handicap un peu plus lourd que nous ayons. Merci pour votre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonjour. Bonjour. Donc du coup, moi je voulais vous amener juste mon témoignage par rapport aux deux fédérations parce que au sein de notre club, donc moi j'anime une section hand ensemble au sein du HBCM, le handball Clermont Métropole. C'est une toute jeune section. Et du coup, quand on a monté la section, on s'est rapproché du hand ensemble. Ça n'a pas été simple de communiquer avec la fédération hand ensemble. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne communique pas beaucoup avec eux, bien que nous, on fasse des licences à nos licenciés hand ensemble. Et du coup, on s'est rapproché de la fédération de sport adapté parce que par rapport à la fédération handisport, elle a été beaucoup plus ouverte. C'est une réalité. Alors, ça devient peut-être des personnes qu'on a rencontrées, de nous, je ne sais pas, mais effectivement, nous nous sommes rapprochés de la fédération de sport adapté plutôt que de la fédération handisport. Et aujourd'hui, dans le club, il y a une volonté d'ouvrir une section spécifique fauteuil. Et là, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on se rapproche de la fédération de handisport. Par contre, je voudrais savoir s'il est possible d'être, parce que nous, on est adhérents à la fédération de sport adapté, et est-ce qu'il est possible que le club soit aussi adhérent à la fédération de handisport? Très bonne question. Alors oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, chaque club peut profiter de l'affiliation avec la fédération française handisport. Là, c'est pour ça qu'il faut vous rapprocher de votre comité départemental handisport pour justement demander la création d'une section au sein de votre club. Du coup, pour revenir sur votre première remarque sur le hand adapté, c'est votre public. Hein. Vous avez bien un public en situation de handicap mental et psychique? Ouais, en fait, chez moi, c'est un peu mélangé. Hein. Ce que vous disiez qu'il ne fallait pas faire, on le fait. Hein. Non, mais on a très peu de jeunes, en fait. On n'a pas beaucoup. J'ai quatre licenciés. Et au milieu de ces quatre-là, j'ai un jeune qui est en fauteuil roulant. C'est un jeune qui ne parle pas le français. Donc, j'ai beaucoup de mal à juger s'il y a du handicap mental, psychique ou pas.
Après, on arrive très bien à communiquer. Je pense qu'il y a quand même un petit peu au niveau de la compréhension, voilà. Mais est-ce que c'est la barrière de la langue ou est-ce que c'est… j'ai du mal à juger. Mais voilà, j'ai une personne en fauteuil roulant, ouais. D'accord. Et sinon, les autres, c'est plutôt handicap psychique. D'accord, effectivement. Et le mélange fauteuil et debout. Ça se passe super bien. Ouais, d'accord. Vraiment, et quand on fait des regroupements avec les équipes ordinaires du club, le mélange avec le fauteuil, même avec les plus jeunes, ça se passe très très bien. C'est vraiment génial à voir. Bon, bah, super. Mm. Alors, juste pour faire le lien avec ce qu'on disait sur le hand ensemble. Alors, le hand ensemble, c'est un terme en fait qui associe le hand fauteuil et le hand adapté créé par la Fédération française de handball. Il y a quelques années, 2007, 2006, même 2015, je crois. Et c'est ce qui génère les deux. Et la Fédération française de handball, en fait, arrive à faire du hand fauteuil, on va dire loisir. Par contre, tout ce qui est compétition, on n'en est pas encore. On y verra un peu plus tard dans les vidéos suivantes. Mais dans le hand ensemble, effectivement, il faut plutôt essayer d'avoir une vision à échelle régionale, même à échelle locale, comme vous avez fait, Anne, du coup, par rapport à vos référents locaux. Parce que c'est vrai que si on commence à écrire à la fédération, ils auront moins, on va dire, de temps à échelle locale. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller tout de suite au cœur. Après, moi, je vous invite à récupérer mes coordonnées ensuite pour qu'on puisse échanger là-dessus, sur ce qui se passe en termes de hand ensemble sur la région. Ça permet d'avoir une visibilité sur ce qui se passe aussi. Parce que je suis assez actif dans le hand fauteuil, j'ai aussi une bonne visibilité sur le hand adapté. J'en fais d'ailleurs dans mon club. Et c'est pour ça qu'on pourrait faire des rencontres ou même développer des actions ensemble, ça peut être sympa. Ça peut être très intéressant, oui. Parce que moi, c'est ce qui me manque et c'est vraiment ce que je cherche vraiment à développer la section. Et c'est pas évident avec ces multifédérations, le hand ensemble, le hand adapté, le handisport. Du coup, c'est assez confus. Alors maintenant, ça y est, pour moi, c'est clair, mais au début, c'était quand même assez confus. Je vous invite aussi la semaine prochaine, du coup, ce sera plus ciblé sur le hand ensemble. Ok, moi je serai là, je serai là aussi. Tous les échelons, on expliquera un peu qu'est-ce qui se passe à quel échelon, au niveau national, régional, etc. Donc, grosso modo, en fait, si on veut développer le handicap mental, il faut taper aux portes des ADAPI, ITEP, aussi IME pour les enfants. IME, les collèges, lycées, même écoles primaires qui ont des ULIS. Oui, en fait, je suis éducatrice et je travaille dans un collège. Donc, c'est mon premier public. Voilà, c'est pour ça. Et si on veut faire du hand fauteuil, donc du handicap physique, et ben là, c'est les autres structures qui permettent de le faire. Et la grosse différence entre le hand adapté et le hand fauteuil, en fait, c'est que l'origine de la demande n'est pas la même. On aura beaucoup de structures pour le hand adapté, des structures qui sont générées en autonomie avec des éducateurs, comme à des ADAPI par exemple. Et pour le hand fauteuil, ce sont beaucoup des individuels. Certains qui ont une famille, qui sont autonomes, qui travaillent, donc il faut quelque part les toucher, pareil les communiquer sur eux, pareil que pour les valides. Par contre, oui, effectivement, après, aussi des fois en structure adaptée, je pense à l'association qui est assez grande, l'APF, l'Association des Paralysés de France, par exemple, où ils ont beaucoup de personnes en situation de handicap physique. Là, sur le Rhône, on a la Fondation Richard, on a aussi Jean-Martin, du handicap un peu plus lourd. Mais il faut vraiment, on va dire, bien cibler quel handicap on veut accueillir et après frapper à leur porte, mais à échelle locale. À échelle locale, rester, pour se développer, je pense qu'il vaut mieux rester une structure qui est autour de chez vous. D'accord. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent communiquer ou poser des questions. Et bien, si c'est bon, peut-être je peux inviter Patrick Singla, le président du comité, qui nous a rejoint pour dire quelques mots sur cet événement et ces mois d'ensemble. Bonsoir à tous. Merci d'être présents par rapport à tout le travail qui est fait pour essayer de vous donner quelques lignes de conduite, je dirais, ou vous aider à mettre en place
aider le sport handicapé à se développer dans notre région, je dirais. Aujourd'hui, c'est le comité qui met ça en place, mais moi je parle beaucoup plus grand et je parle surtout, comme on voit aujourd'hui, on a des gens un peu de partout et c'est bien ça notre chef de file, c'est vraiment le développer dans toute la région de la Ligora, quoi, je veux dire, au niveau de chez nous. Et c'est vrai qu'on espère que grâce à ce qu'on va faire ce mois-ci, grâce à l'investissement des personnes, parce que moi je ne fais pas grand-chose, hein, je vais être très clair. En tant que président, généralement, on ne fait jamais grand-chose. On laisse faire surtout aux autres. Mais c'est vrai qu'on espère au moins avancer. Et moi, je connais bien le monde de handicap parce que j'ai une fille handicapée. Donc, le monde de l'handicap, je le connais. Et je sais que des moments par où on passe et c'est très, très dur. J'aurais été bien content d'avoir eu des structures quand ma fille était petite pour pouvoir l'aider à se développer au niveau du sport. Qu'on n'avait peut-être pas il y a 30 ans en arrière et qu'on a un peu plus aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de développer et qu'on essaye de développer et qu'on va essayer de développer au mieux. Mais pour le développer, il faut aussi qu'il y ait des gens dans les clubs qui nous aident aussi à le faire. Et nous, on sera là aussi pour les aider, même s'ils ne sont pas du comité du Rhône, je vous le dis aussi. On est là aussi pour répondre aux questions, même si les gens ne sont pas du comité, quoi. On est là aussi pour aider tout le monde, pour faire avancer. Et voilà, il n'y a pas de problème. Stella répondra aussi aux questions des personnes qui ne sont pas du comité, quoi. Parce qu'on est là pour développer et que justement, on puisse faire des choses. Et aujourd'hui, on espère vivement qu'il y ait de la compétition qui arrive. Et voilà, moi, j'espère vivement qu'il y ait un championnat qui arrive un jour de l'ensemble et qu'on ait vraiment monté des équipes un peu de partout et qui puissent se rencontrer comme un championnat aujourd'hui, quoi. Voilà. Avec bien sûr les difficultés de transport qu'il y a avec, pour transporter les fauteuils et tout, mais je pense qu'après, c'est une réflexion qu'on a un peu plus loin derrière. Et déjà, commençons à mettre les structures en place et après, on verra ce qui va se passer. Merci à vous d'être venus et j'espère à très bientôt. Et merci surtout aux organisateurs d'être là pour donner des explications fortes et claires. Merci. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres interventions, on va conclure sur ce. Merci Patrick. J'avais une dernière question, j'ai oublié. Il y a une chose que je n'ai pas tout à fait compris, c'est l'accompagnement des fédérations. Ça, je l'ai compris, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a possibilité de créer une section à partir du moment où on a une personne en situation de handicap. Mais est-ce qu'il y a aussi un accompagnement pour les clubs pour la prise en compte des personnes en situation de handicap? Enfin, ce que je veux dire, c'est parce que ça demande que parfois, il y a des clubs qui peuvent être un peu réticents à ouvrir une section parce qu'ils se sentent pas forcément à l'aise dans la prise en compte. Donc, je voulais savoir comment ça se passait, la relation avec les fédérations dans cet accompagnement de la prise en compte d'un public auquel les clubs n'ont pas forcément affaire. Ça va, je suis clair? Oui, ça va. J'ai aussi compris votre question, merci. On a généralement la personne locale, donc généralement c'est le comité départemental qui vous aide, que ce soit le comité départemental de sport adapté ou handisport, qui va vous proposer une assistance à la fois humaine et surtout matérielle, surtout pour se lancer. Et après, on va aller au-delà, surtout en termes de formation. Proposer les formations, que ce soit sur le handicap mental, psychique, ou sur le handicap physique. Et d'ailleurs, la Fédération française de handball, via la Ligue, propose ce genre de formation-là sur des modules qui sont assez faciles, je pense, à suivre, qu'on a initié d'ailleurs l'année dernière. Et c'est dans ce cadre-là qu'on arrive à former les intéressés, les volontaires, à accueillir ce type de population, ce type de public dans les clubs. Ça passe par la formation. D'accord. Et d'ailleurs, juste pour finir, dans la formation, il y a aussi des moments où on sera avec le public, face au public, et ben justement pour voir ce que c'est, pour se représenter de la chose, et pour évoluer avec ce type d'accompagnement. D'accord. Mais ça veut dire que juridiquement, on a besoin le club a besoin, excusez-moi, pardon, monsieur
Monsieur Sterlitz. Je vous laisse parler, allez-y. Justement, je vais vous demander de préciser votre question. Donc, ça tombe bien, je vais parler avant parce que vous allez pouvoir répondre. Moi, je n'avais pas compris votre question tout à fait comme La ça. question, c'était J'avais le sentiment que vous demandiez quelle était la réaction, entre guillemets, d'un club valide, entre guillemets, pour accueillir une section handi au sein de ce club. C'est ça ou je me suis trompé? C'est ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé d'avoir une formation obligatoire? Est-ce que juridiquement, est-ce qu'au niveau des assurances, est-ce qu'au niveau des… est-ce qu'il y a une habilitation, entre guillemets, à avoir pour pouvoir mettre en place ces sections pour des clubs qui ne sont pas forcément aguerris à recevoir des publics en situation de handicap? Alors, en termes d'assurance, pour les clubs de handball, on va prendre une licence événementielle pour assurer la personne, qu'elle soit handicapée ou non, la licence la couvrira. Et après, au niveau juridique, il va falloir changer les statuts du club. Les changer soit en AG extraordinaire ou soit en AG ordinaire, pour que dans les statuts, ça soit noté que le club prend en charge des personnes en situation de handicap. D'accord. Qui peut s'affilier à d'autres fédérations. Oui. Et dans les statuts, il faudra préciser que vous allez vous affilier à d'autres fédérations que la Fédération française de handball. Juste une précision, pour changer les statuts du club, c'est forcément une assemblée générale extraordinaire. Non. Alors, ça a changé, je crois. C'est plus vrai. Vous pouvez changer les statuts sur une AG normale. C'est la fédération qui nous avait dit ça juridiquement. Après, je me trompe peut-être, mais dans la fédération, c'est ce qu'elle nous avait sorti sur les comités. On pouvait faire voter nos statuts sans être en AG extraordinaire. Ok. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques qui en découlent à partir de cette interrogation. Et puis, du coup, on va pouvoir conclure. Et je vous remercie à tous et je remercie Fabien d'avoir pris le déplacement. Merci à tout le monde. Et merci à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas, la semaine prochaine, on se penchera plus sur le hand ensemble, si ça vous intéresse, et sur les aides, les acteurs qui peuvent vous aider, notamment au niveau financier. Voilà, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.